D'autres contre-vérités scientifiques recueillent la même adhésion. Oui, le créationnisme qui s'oppose à Darwin et à la théorie de l'évolution marque des points en France. On en a déjà parlé ici récemment. Et même le platisme. Alors ça, c'est quand même extraordinaire parce qu'il y a quelques années encore, le phénomène faisait rire. Les platistes étaient systématiquement cités en exemple de l'absurdité des thèses complotistes. Eh bien aujourd'hui, vous trouvez 11% des gens en France pour répondre tranquillement à un sondage en ligne et pour dire que oui, il est possible que la Terre soit plate et non pas ronde, comme on nous le dit depuis l'école. On se nourrit, les complotistes se nourrissent l'un l'autre. Oui. Et avec souvent les mêmes sources, les vidéos YouTube. Non, ce qui est le propos vraiment complotiste, c'est que les historiens le savent. C'est-à-dire c'est l'idée qu'on le sait, mais qu'on le cache à des fins politiques obscures. Ça, c'est vraiment les ravages de YouTube. Et on en parlait un petit peu avant l'émission avec Patrick Cohen. Si vous enlevez la variable facteur YouTube de l'équation, vous n'avez pas de platistes aujourd'hui. Les platistes, ils le deviennent parce qu'ils ont vu des vidéos ces dernières années sur YouTube. Sans cela, ils ne tomberait pas dans le complotisme, on n'assisterait pas à un regain de ces idées-là, dans ces proportions-là, c'est évident. Lorsque vous déconstruisez les fantasmes complotistes, parfois avec un caractère antisémite d'ailleurs, derrière ces idées-là, l'idée que par exemple les démocrates aux États-Unis, George Soros, Hillary Clinton, organisent un vaste trafic sexuel d'enfants, etc. Si vous déconstruisez ça, eh bien vous êtes immédiatement suspect d'être complice de ce trafic, voire d'être vous-même l'un des acteurs de ce trafic. Donc oui, ça sert à souiller, ça sert à salir. Et pour répondre à ça, il n'y a pas 50 manières. C'est-à-dire que, en fait, on ne peut pas répondre à nos accusateurs directement. Ça ne sert à rien de discuter avec eux, quoi. D'une part, ça sert à rien de discuter avec eux. D'autre part, leur répondre, essayer de se justifier, c'est les installer dans une position de procureur qu'ils usurpent en réalité. Donc, le seul moyen, je crois, c'est de faire un pas de côté, de dire, OK, qu'est-ce qui est en train de se passer là ? Quel enseignement on peut en tirer ? De l'analyser le plus fidèlement possible, et puis de dire, par ailleurs, sa vérité. Et puis de dire, par ailleurs, sa vérité. Sa vérité. Puis on a toute une partie quand même de la presse et du monde intellectuel qui, d'une certaine manière, minimise le phénomène, le relativise, nous explique que c'est pas très grave, que c'est un effet de bulle médiatique, que tout ça n'existe pas vraiment. Si, ça fait 15 ans que je travaille là-dessus, on l'a vu grossir en plus. Et parle de liberté d'expression. Aussi. Exactement, sauf que ce qu'on oublie toujours... C'est le principe qui est toujours mis en avant. Ce qu'on oublie toujours, c'est que d'une part, nous, on ne prône pas la censure. Simplement, on voudrait pouvoir débattre sereinement de ces choses-là. On ne peut pas répondre à nos accusateurs directement. Ça ne sert à rien de discuter avec eux, quoi. D'une part, ça ne sert à rien de discuter avec eux. On voudrait pouvoir débattre sereinement de ces choses-là. Et deuxième chose, on sait que la toxicité de l'expression sur les réseaux sociaux nuit à la liberté d'expression de ceux qui ne sont pas radicaux extrémistes, qui renoncent à s'exprimer lorsqu'ils sont sur un fil Twitter ou sur des commentaires YouTube et qui voient que c'est déjà complètement investi par des comptes extrémistes.